Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, 90 minutes de débat, de reportage et d'expertise comme tous les soirs sur Public Sénat. Vous le savez, la promesse est dans le titre, donner du sens à l'actualité, vous proposer des clés de compréhension des mutations de nos sociétés. Voici le sommaire de ce 2 novembre. Un titre de séjour pour les métiers en tension d'un côté et la volonté de l'autre de rendre, je le cite, impossible la vie des étrangers soumis à une obligation de quitter le territoire. C'est le en même temps macroniste appliquée à l'immigration. Cette loi portée par les ministres du Travail et de l'Intérieur peut-elle trouver une majorité au Parlement? Ce sera notre premier débat. Et puis dans 45 minutes, direction l'Arménie. L'Arménie attaquée par son voisin, l'Azerbaïdjan, et qui tente de mobiliser la communauté internationale. Mais dans l'équation, il y a une donnée qui freine l'indignation et les sanctions, le gaz venu de Bakou et dont l'Europe a cruellement besoin. L'Europe a besoin de gaz. Elle signe des accords gaziers avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui envahit il y a quelques jours et qui viole les frontières de l'Arménie. L'Arménie, l'autre guerre, c'est l'histoire d'un petit pays chrétien aux prises avec ses puissants voisins turcs et russes que l'on vous racontera tout à l'heure. Mais d'abord, donc, ce projet de loi immigration présenté par Olivier Dussopt et Gérald Darmanin. C'est Jonathan Dupriez qui nous en dresse les grandes lignes. Le gouvernement vante un projet de loi équilibré. Gérald Darmanin et Olivier Dussopt ont précisé les contours de la future loi asile-immigration. Une loi qui devrait osciller entre durcissement des expulsions d'un côté et main tendue pour les travailleurs immigrés de l'autre. Si je devais résumer, je dirais qu'on doit désormais être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Parmi les principales mesures avancées, rendre plus efficaces les obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF qui permettent d'expulser les étrangers en situation irrégulière. La France en délivre 120 000 chaque année, mais en exécute moins de 10%. Gérald Darmanin préconise de placer les personnes visées par une OQTF dans le fichier des personnes recherchées. Mais certains parlementaires doutent de l'utilité d'une telle mesure. Le fichier des personnes recherchées, ce sont essentiellement pour des gens qui ont commis des infractions ou qui ont été condamnés et qu'on recherche. Attention à ne pas tout mélanger, ça c'est le premier point de prudence. Si ensuite il s'agit de savoir, d'avoir un fichier pour savoir à quelle période telle ou telle personne devait repartir dans son pays d'origine, oui, c'est nécessaire. Car paradoxalement, en France, on laisse rentrer les gens, on donne des titres de séjour ou des visas, mais on ne vérifie jamais à l'expiration de leur titre de séjour s'ils sont encore sur le territoire ou s'ils sont rentrés. L'autre volet du texte présenté par Olivier Dussopt vise à améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs immigrés. Le ministre du Travail plaide entre autres pour la création d'un titre séjour métier en tension pour recruter dans les secteurs touchés par des pénuries de main-d'œuvre. Autre mesure avancée, supprimer le délai de carence de 6 mois qui empêche les demandeurs d'asile de travailler sur le territoire. Une mesure que salue le socialiste Jean-Pierre Sueur. Des gens qui sont demandeurs d'asile, eh bien le temps qu'ils obtiennent le statut de demandeur d'asile, des mois et des mois et des mois se passent parce qu'il faut que les instances examinent le dossier, statuent. Et pendant des mois, on ne peut pas les expulser puisqu'ils sont demandeurs d'asile. Donc il faut qu'ils restent en France et ils ne peuvent pas travailler. C'est une situation absolument inextricable. Donc si on peut aller dans une solution humaine à cet égard, je dirais que c'est positif. Ce projet de loi, le 29e depuis 1980, devrait être présenté au Parlement au premier semestre 2023. Je vous présente tout de suite mes invités. Dominique Vérien, bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice Union centriste de Lyon et membre de la commission des lois au Sénat. Pierre-Henri, bonsoir, président de France Fraternité, ancien président de France Terre d'Asile. Didier Lesky, bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et Guillaume Darey, que je suis heureux d'accueillir dans cette émission. Bonsoir, éditorialiste politique que France Télévisions nous prête pour une soirée. Merci Guillaume d'être avec nous. Pas de transfert définitif pour l'instant. non, c'est pas le moment du mercato. Allez, je commence avec le premier volet, on va dire, de cette proposition, de ce projet de loi, ce titre de séjour métier en tension. Dominique Vérien, peut-être déjà une position politique. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Alors personnellement, j'y suis favorable parce que c'est une chose qui est demandée par nos entreprises. Ce que dénonçait Jean-Pierre Sueur est tout à fait juste. Nous avons sur le territoire des demandeurs d'asile qui ne demandent qu'à travailler d'ailleurs pour pouvoir être autonomes et continuer à vivre. Nous avons en face des entreprises qui ne demandent qu'à les embaucher parce que réellement, alors je crois que c'est 7,5 le taux de chômage en France, mais chez nous dans Lyon c'est 6% et ils ne trouvent pas et ils ont là des gens qui seraient prêts à venir travailler et ils ne peuvent pas les embaucher. Et donc je sais que plusieurs entreprises m'ont déjà demandé d'intervenir auprès du préfet pour voir si on pouvait faciliter les choses. Donc, objectivement, ça répond à une vraie demande. Par ailleurs, on a vu plusieurs cas d'apprentis, par exemple, qui sont que l'on prend donc en charge pour leur apprentissage, qui sont souvent, pour nous, c'est dans la restauration. Et à 18 ans, on leur dit « Ah ben non, désolé, maintenant vous avez 18 ans, vous devez repartir », alors qu'on a investi sur leur formation, qu'ils rendent réellement un service, qu'en face, il n'y a pas... Si on avait tant de personnes que ça qui, chez nous, cherchaient à travailler dans ces domaines-là, ma foi, pourquoi pas. Mais là, objectivement, ce sont vraiment des métiers sous tension. Donc, pourquoi pas. Par contre, en contrepartie, si on fait ça, il faut non seulement régulariser, mais faire la chasse à tous les patrons qui, aujourd'hui, exploitent, profitent d'avoir des gens sans papier pour pouvoir les sous-payer et donc régulariser, ce qui permettrait aussi d'avoir une concurrence saine. Ouais. D'ailleurs, Pierre-Henri, ça peut être un argument pour cet aspect de la loi. Effectivement, on sera plus dans cette zone grise qui permet à certains patrons, on a bien dit certains, d'en profiter. Donc, est-ce que vous dites régularisation souhaitable finalement, ou principe de réalité, on pourrait dire? Oui, alors d'abord, je vous fais remarquer une chose, c'est que nous n'avons pas les détails véritables du projet de loi et que nous ne savons pas si ce titre en tension des métiers en tension pour les étrangers en situation irrégulière sera un titre qui sera renouvelable, s'il est pour une durée précise, s'il donnera droit à une vie familiale normale, etc. Donc là, nous sommes dans la mise en place du décor. Et il faut aussi, pardon d'interrompre, définir ce que sont les métiers en tension, parce qu'aujourd'hui, il y a 95% des patrons qui disent on n'arrive pas à embaucher. Donc, bon. Oui, absolument. Mais on sait, même si on sait où se situent les métiers en tension. Puis j'ajoute quand même un élément. Nous avons une particularité dans ce pays, c'est de faire une loi sur l'immigration à peu près tous les 20 mois. 29e loi depuis 1980, ce que disait Jonathan Dupriez. Et en indiquant, bien sûr, que celle-ci est absolument indispensable pour le bien-être du pays et sans jamais évaluer la précédente. En réalité, des lois, nous en avons. Nous avons un processus qui, aujourd'hui, permet normalement de procéder à la régularisation d'un certain nombre de personnes en situation irrégulière. Il ne s'agit pas des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, il y a une directive européenne qui dit très clairement qu'au-delà de 9 mois, normalement, les préfectures peuvent accorder des dérogations pour travailler. Il s'agit des personnes qui sont en situation irrégulière, qui souvent se sont vues délivrer des OQTF, parce que l'OQTF, donc, obligation de quitter le territoire français, je rappelle. Oui, absolument. C'est un acte administratif banalisé dans les préfectures. On distribue ça comme des petits pains. Oui. Et évidemment, on se pose la question derrière, comment se fait-il que les OQTF ne sont pas exécutés? Alors c'est lié, mais on y viendra. On fera un vrai chapitre sur les OQTF dans un instant. Je vais vous donner la parole, Didier Lesky, sur ce... Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir répondre à ma question. Je pense qu'on parle d'immigration irrégulière, c'est toujours compliqué d'avoir des chiffres, mais ça pourrait concerner combien de personnes, cette mesure? Écoutez, je n'en sais rien. Ah voilà, c'est normal. D'abord parce que, comme vous l'avez dit, ou comme Pierre-Henri vient de le dire, il faut d'abord déterminer quels sont les métiers en tension. Et c'est un travail qui est fait par le ministère du Travail déjà depuis plusieurs années. Dans l'entretien qui est donné par le ministre du Travail, il dit qu'il va en discuter avec les partenaires sociaux. Il faut voir exactement quels sont ces métiers, s'ils peuvent correspondre ou pas aux personnes qui sont présentes sur le territoire. Souvent, les métiers en tension sont des métiers de grande qualification. Il n'y a pas que des métiers qui supposent simplement une formation de base et pour lesquels on puisse exercer facilement le métier. Je rajoute que
tous les ans, plusieurs dizaines de milliers de visas de travail sont donnés à des personnes pour venir en France. En 30 000 à peu près. 35 000, ça dépend des années, en particulier dans l'informatique, en particulier venant d'un certain nombre de pays du Maghreb. Et donc la situation est en plus compliquée par deux choses qu'il ne faut pas oublier. D'abord, nous avons donné ces 5 dernières années, un titre dit humanitaire, c'est-à-dire un titre de réfugié ou de protection à près de 200 000 personnes, dont beaucoup sont ici et demandent à travailler, et donc il faut les amener à être formés pour remplir justement les métiers pour lesquels on aurait des besoins. Et puis la deuxième chose, c'est que nous avons une partie de ceux qui viennent et qui peuvent être aussi dans la clandestinité, qui ne parlent pas le français, et c'est le prérequis minimal souvent qui est demandé par les employeurs. Mais c'est vrai pour l'immigration et pour l'immigration clandestine, c'est vrai aussi pour des tas de jeunes qui sont dans des quartiers, qui sont sortis du système scolaire avec très peu de formation et que nous avons du mal à prendre en charge pour les amener vers des métiers, parce qu'il y a un problème aussi d'attractivité. Et je rajoute que dans les problèmes d'attractivité, il y a les lieux où on peut travailler et la question du logement. Et le ministre du Travail, dans son entretien, dit qu'il faut aussi que les patrons, ou ceux qui veulent embaucher, participent aussi de l'effort en ce qui concerne le logement. Ce n'est pas simple. Ça existait à une certaine époque, ça n'a pas toujours été probant, puisque je rappelle que dans les années 60, eh bien, les patrons avaient une obligation de logement, pas dans des conditions optimum. Et donc, il y a tout ça à réfléchir, mais bien évidemment, il faut régulariser, et la circulaire qu'on appelle VALS de 2012 permet déjà de régulariser donc vous dites un peu la même chose. Il y avait déjà un texte, ou en tout cas des règlements qui le permettaient. C'est vrai que par moment, il peut y avoir présence sur le territoire. C'est là où il fallait passer par les employeurs, par contre. Oui, et donc mais ce texte permettrait de ne pas passer par les employeurs. Je n'imagine pas un seul instant que le gouvernement ne demande pas une promesse d'embauche pour délivrer un titre de séjour. Donc en réalité, le texte, il existe déjà. Les métiers en tension, on les connaît. Dans le secteur du bâtiment, de la sécurité, dans le secteur de la santé, qui, comme le dit Didier Lesky, demande aussi un certain nombre de qualifications. Donc, voilà. Mais moi, ce qui m'interroge véritablement, c'est la nature du titre de séjour qui sera délivré. Parce que, attention, quand je dis on plante le décor, bien entendu on voit bien la tentation de Gérald Darmanin et du gouvernement. C'est d'un côté, on donne un titre de séjour pour des personnes qui, de toute façon, accèdent, malgré tout ce que l'on dit, à la régularisation, 30 000 par an aujourd'hui, à peu près. Et puis, de l'autre, on va pourrir la vie des étrangers qui sont dans une OQTF. Ça va promettre un débat extrêmement compliqué. Effectivement. Guillaume, vous vouliez intervenir. Un autre point qui n'a pas été éclairci pour l'instant par le ministère de l'Intérieur et auquel l'entourage de Gérald Darmanin, pour l'instant, ne sait pas répondre, c'est qu'il évoque dans l'interview avec Olivier Dussopt des personnes qui sont déjà présentes sur le territoire français. Donc, est-ce que ça veut dire que ça met fin à un potentiel projet de quota d'immigration du travail qui est parfois évoqué dans le débat politique en disant on doit faire clairement tous les ans un débat et savoir combien de personnes on fait venir. On définit chaque année combien de personnes on fait venir. Quand on pose la question au ministère de l'Intérieur en disant aujourd'hui est-ce que ça veut dire que ce titre de travail finalement clôt, si j'ose dire, le débat qui revient régulièrement sur le devant de la scène des quotas de travail, pour l'instant il n'y a pas de réponse sur ce plan-là. Un mot là-dessus et je vous redonne la parole. Les pays qui ont des quotas, d'abord, sont des pays qui ont des frontières précises. On parle souvent du Canada, et le Canada vient d'annoncer qu'il est prêt à accueillir peut-être 500 000 personnes pour ses besoins de main-d'œuvre. Le Canada est un pays où il y a la mer des deux côtés, il y a le froid, et il y a les États-Unis en bas. Et une densité de population qui est bien moindre. Et la deuxième chose, c'est que... Vous voulez dire quoi, frontière? C'est-à-dire moins de porosité ou ça veut dire que même si c'est dangereux de traverser la Méditerranée, ça reste beaucoup plus simple que de traverser le Pacifique ou l'Atlantique. Ok, on a bien joué, juste que ce soit bien clair. Et donc la question de comment on garde ses frontières et qui rentre et qui ne rentre pas est beaucoup plus simple, même si c'est pas complètement avéré, mais c'est beaucoup plus simple pour le Canada que pour des pays européens. Mais la deuxième chose, c'est que ce qu'eux appellent des quotas, c'est des qualités des personnes. C'est-à-dire, vous parlez le français, l'anglais, vous avez des diplômes, et à ce moment-là,
on vous choisit. Et nous, notre problème, il est de deux ordres. Il y a une partie de ceux qui arrivent et qui n'ont pas ces qualifications minimum. Et puis, il y a les demandeurs d'asile qu'on a accueillis et puis ceux qui ont été déboutés. Et ceux qui ont été déboutés constituent au bout d'un certain moment eh bien, ceux qui sont sortis de séjour et pour lesquels il y a une discussion sans doute à avoir. J'ai remarqué que le ministre de l'Intérieur parle des Afghans en particulier, c'est un vrai sujet. Et dans les Afghans, il y a ceux ce qu'on appelle les Dublins, c'est-à-dire qui ont été déboutés dans d'autres pays ou qui sont passés par d'autres pays et dont on sait peu ou prou qu'ils tournent en Europe depuis plusieurs années. Et là, la question, c'est de savoir comment on les prend en charge. Alors, on va écouter tout de suite une réaction de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Il classe, on l'a vu, mais sous forme de verbatim dans le sujet de Jonathan, je voulais qu'on l'écoute, il classe les immigrés en 2 catégories. J'ai résumé les choses dans le journal Le Monde en disant que nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau. Et puis s'ils font des enfants, qu'ils viennent nourrir la longue cohorte de ceux qui ont eu comme moi des grands-parents émigrés, qui sont venus en France pour travailler courageusement, et être méchants avec les méchants. C'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. Dominique Vérien, est-ce qu'avec cette sémantique, on va dire, on est un peu dans la simplification du message politique? C'est pas nouveau, alors, ça fait plusieurs années qu'on y assiste, ou est-ce que finalement il y a une réalité aussi politique ou même idéologique assumée par le ministre? Alors je pense qu'on est effectivement dans la simplification, mais cela dit, je crois que si on veut être respecté, il faut que quand on donne une punition, elle soit appliquée. D'une façon générale, au niveau de la justice, et c'est souvent le problème, c'est quand la peine n'est pas appliquée. Et là, on le voit bien sur les OQTF, comme vous le disiez, c'est distribué comme des petits pains. Peut-être qu'il vaut mieux essayer d'en distribuer moins, mais par contre, quand on les distribue, de les faire vraiment respecter et de suivre, d'où ce suivi, effectivement, des gens qui rentrent, qui sortent, avec ce fichier particulier. Mais effectivement, ça ne sert à rien d'essayer de distribuer des peines qu'on ne saura jamais faire respecter parce que du coup, c'est l'État qui n'est plus respecté. Il y a aussi une dimension, je vous entendais parler finalement des quotas et des immigrés qu'on va choisir en fonction de leur niveau d'études, de leur qualification, etc. Si on se place de l'autre côté, du côté du pays d'origine, est-ce qu'on les pille d'une certaine façon? Mais bien évidemment. Oui, c'est un vrai sujet. En particulier, on peut pas occulter ça dans le. En particulier quand on parle des médecins. Je veux dire, on est dans une situation là qui est sans doute une facilité pour nous, mais bien sûr, on a besoin de ces médecins. Mais c'est une facilité parce que je rappelle que le tiers des médecins formés tous les ans en Algérie quittent l'Algérie et beaucoup vers la France. Mais aujourd'hui, il y a d'autres débouchés pour ces médecins et ça appauvrit. Mais c'est là où il y a une difficulté parce que dans ces pays, il y a des forces politiques qui nous expliquent que la France continue à avoir une politique néocoloniale ou post-coloniale et qui affaiblit ces pays. Et c'est pour ça qu'il y a un équilibre à trouver et on ne peut pas avoir d'un côté un numerus clausus qui empêche des résidents ici, des jeunes résidents ici, d'accéder aux études de médecine et de l'autre côté faire en sorte que les pays qui ont payé la formation de ces médecins les fassent venir ici pour travailler et parfois à un tarif qui est inférieur à celui des médecins titulaires. Oui, je reviens moi sur la pensée binaire du ministre de l'Intérieur à laquelle on est assez habitué sur un sujet pourtant extrêmement complexe. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur lui-même, il y a quelques semaines, chiffrait à près de 700 000 le nombre de personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Et donc, à moins d'imaginer des convois, chemins de fer, avions, etc., on ne va pas renvoyer les 700 000 personnes. Il y a un certain nombre de personnes qui sont sur le territoire, qui sont là depuis longtemps, avec des familles monoparentales. Aucun gouvernement démocratique n'ira les chercher au petit matin pour les remettre dans un avion. Donc, à partir de ce moment-là, la question politique, c'est celle de la régularisation. Gros mot, évidemment, dès que vous parlez de titre d'attribut... Personne n'a voulu l'employer aujourd'hui. Eh bien, évidemment que personne n'a voulu l'employer. Et j'ai entendu, évidemment, la réaction des droites sur cette question.
on a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui travaillent déjà dans des entreprises, exercent des métiers absolument indispensables dans les laboratoires pharmaceutiques, dans le secteur de la santé, qui ont été en première ligne et qu'il faut effectivement avoir le courage de régulariser. Maintenant, quand l'étranger représente un danger immédiat, documenté pour l'ordre public, il soit éloigné, mais ça ne va poser de problème à personne. La vraie question, c'est comment on fait aujourd'hui pour régler ce problème de 700 000 personnes qui sont sur le territoire national. C'est les chiffres de Gérald Darmanin. Les chiffres de l'aide médicale d'État, eux, disent environ 400 000. Peu importe, comment fait-on de manière pragmatique pour régler ce problème sans faire de la surenchère sur une population qui est une cible toute désignée? Allez, une analyse politique, on va dire, sur ce débat avec vous, Guillaume Darey. Je le disais moi en titre, c'est le logiciel macroniste appliqué à l'immigration. Ah oui, ça se voit même dans la mise en scène de l'image de la photo de l'interview avec nos confrères du Monde, effectivement, où on voit... Finalement, les deux lignes du gouvernement, avec deux personnalités qui incarnent sont en même temps politiques. D'un côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, proche de Nicolas Sarkozy, qui vient de la droite. De l'autre, Olivier Dussopt, qui lui vient du Parti Socialiste et est censé incarner une ligne plus sociale au ministère du Travail. Et puis c'est l'incarnation du macronisme aussi quand on le voit dans la ligne politique de ce qui est avancé, parce que ce titre de séjour dont on parle au titre effectivement de personnes qui travailleraient dans des métiers en tension, ça répond en réalité à une demande politique qui remonte depuis plusieurs semaines au sein de la majorité, au sein même de ministres qui viennent de la gauche et qui me disaient qu'ils ont fait remonter à Matignon au président de la République qu'il y avait une réalité économique qui s'imposait et qu'il fallait régulariser, ça le terme est bien employé, régulariser par des ministres de gauche qui ne le prononcent peut-être pas publiquement, mais régulariser un certain nombre de travailleurs. Et très concrètement, c'est ce qu'on voit au quotidien aujourd'hui, cette ligne de gauche et en même temps cette ligne de droite, parce que vous avez tous entendu Emmanuel Macron la semaine dernière, je vais faire un petit peu de pub pour ma maison sur France 2, qui en même temps fait de la séduction à droite aussi, et qui a dit qu'il fallait être plus dur sur l'immigration, qu'il fallait moins d'immigrés en France, moins en tout cas d'immigrés qui viendraient au quotidien en France. Donc c'est aussi un outil de séduction. Et comme toujours, ça va être la difficulté de tenir ces deux lignes. Oui, est-ce que ça peut être politiquement payant? Alors, ça peut paraître habile, mais Thomas, je pense que c'est quand même politiquement risqué. C'est politiquement risqué parce que, comme souvent avec Emmanuel Macron, le risque du en même temps, c'est de donner le sentiment finalement, au final, de ne pas faire de choix et donc de ne contenter personne, là où on pensait satisfaire tout le monde. On voit clairement d'ailleurs que c'est ce qui se passe depuis ce matin, c'est-à-dire que là où on pensait séduire la droite, eh bien personne à droite n'applaudit, tous crient finalement, je cite, à une forme de régularisation massive. Et puis à gauche, on estime soit que ça va pas assez loin, soit pour une partie de la France insoumise, je cite, que Gérald Darmanin court finalement après le Rassemblement national. C'est politiquement risqué aussi, Thomas, parce qu'au-delà de la photo dont on parlait tout à l'heure entre Olivier Dussopt et Gérald Darmanin, qui est-ce qu'on voit partout concrètement depuis ce matin et qu'on entend à la radio? C'est Gérald Darmanin qui médiatiquement écrase tout. Et donc la balance, elle penche quand même plus politiquement du côté du ministère de l'Intérieur. Et puis c'est politiquement risqué, enfin je trouve, parce que malheureusement, une nouvelle fois, ce débat sur l'immigration risque de se trouver l'otage des débats politiques, de la course par exemple à la présidence des Républicains. Personne d'ici un mois ne dira évidemment qu'il soutient ce projet. Parmi les trois candidats, on entendait aussi Bruno Retailleau, le sénateur, il y a quelques minutes sur votre antenne. Personne ne le dira à droite. Otage aussi de la course au leadership au sein de la NUP, entre les communistes, la France insoumise, le Parti socialiste. Et donc ça s'annonce extrêmement compliqué pour le gouvernement de bâtir cette majorité à laquelle finalement il est contraint en permanence. On voit d'essayer de construire une fois sur un texte, une fois sur un autre, et ça s'annonce très compliqué. Ouais, effectivement, ça s'annonce compliqué. Pour apporter de l'eau à votre démonstration, deux réactions. D'abord, ce tweet signé Julien Audoul, député Rassemblement National de Lyon. Des dizaines de milliers de migrants vont se déclarer aides-soignants, cuisiniers, couvreurs, pour ensuite disparaître dans la nature aux frais des contribuables français. Le projet de loi immigration se présente comme un accélérateur de submersion migratoire. Stop. Et puis autre réaction, celle d'Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, candidat à la présidence LR. On l'écoute. On n'arrive pas à expulser les personnes qui subissent une OQTF, qui sont en situation irrégulière. Donc, idée géniale trouvée par les deux ministres, on va régulariser des étrangers en situation irrégulière, entrés illégalement sur le territoire
au motif qu'ils pourraient pourvoir des métiers en tension. Voilà, donc c'est une forme de supercherie pour aller une nouvelle fois vers une régularisation. Dominique Verrier, peut-être une réaction là. Oui. Est-ce que finalement, avec le constat qu'on est en train de faire les uns les autres, il n'y a pas une forme d'hypocrisie, notamment dans la bouche d'Éric Ciotti? Alors en fait, c'est parce que... Alors, il y a une forme d'hypocrisie, mais il faut regarder... deux faces d'une même pièce. D'un côté, il y a effectivement beaucoup d'immigrés qui travaillent et qui, aujourd'hui, de toute façon, ne seraient pas remplacés par d'autres parce qu'il n'y a personne pour prendre cette place. Et ceux-là, il vaudrait mieux, pour le coup, réellement les régulariser parce que ça voudrait dire qu'ils payent des charges et qu'ils payent nos retraites. Et finalement, ça ferait beaucoup mieux fonctionner la machine aussi, plutôt que de les avoir cachés. Et puis, ça obligerait des patrons à régulariser pour ceux qui sont plutôt des patrons voyous. Mais il est vrai que parallèlement, moi j'ai passé une nuit dans le commissariat du 18e. Quand on tourne dans le 18e arrondissement et qu'on va porte de la Chapelle, là on se dit... voilà, on ne vit pas la même chose que quand on vit dans le 5e arrondissement, clairement. Et quand on voit les migrants qui dorment, qui occupent des jardins, etc., dont on comprend qu'ils sont là, que de toute façon la police ne fera rien, il faut bien qu'ils soient à l'abri, ils sont sous le métro, etc. Pas dans le 18e, pour le coup, dans le 18e, mais porte de la Chapelle, effectivement, ils les poussent pour éviter que au niveau du crack, ils s'installent. Et c'est vrai que, objectivement, oui, mais sauf que c'est pas... Le problème, c'est quand on dit que c'est un autre sujet... Le crack et la drogue, ce n'est pas simplement l'apanage des étrangers, ça se saurait. Pas que, mais quand on est porte de la Chapelle, objectivement, on n'a pas du tout la même impression. Et, et moi qui rentre à pied du Sénat, j'ai aucun problème en rentrant à pied du Sénat. J'avoue que je ne rentrerai pas à pied porte de la Chapelle chez moi. Donc, et c'est parce qu'il y a justement ces deux visions-là. Et il faut réussir à régler le problème des gens de la porte de la Chapelle tout en étant conscient qu'il y a aussi des étrangers, et c'est une majorité, qui travaillent et qui, aujourd'hui, emploient des emplois que, de toute façon, personne ne prendrait. Et que ceux-là, on a intérêt à les régulariser et à faire qu'ils rentrent dans un système où ils paieraient des charges et ils cotiseraient pour notre retraite. Mais il ne faut pas dissocier, parce qu'après, on ne peut pas faire d'angélisme, ni effectivement dire que l'immigration, ça n'est que la porte de la Chapelle. Mais on ne peut pas la nier non plus. Les deux existent. Didier Lesky, quand vous entendez le RN parler de submersion migratoire, voilà, que disent les chiffres depuis 10 ans? Les chiffres, il y a un quelconque sens derrière une phrase comme celle-là. Il n'y a pas de submersion migratoire. Maintenant, l'Europe fait partie des continents les plus ouverts à l'immigration, et en particulier l'immigration légale liée, pour ce qui concerne la France, le regroupement familial, c'est-à-dire des personnes qui ont un droit acquis au séjour. Mais l'Europe est un pays de la diversité, et cette diversité, comme l'Amérique du Nord, est liée à l'immigration. Et c'est moins le cas dans d'autres grands pays ou dans d'autres continents, et même dans des pays de l'OCDE. Il ne faut pas sous-estimer le sujet de l'immigration qui, dans beaucoup de pays du monde, et même les États-Unis, par exemple, qui sont construits sur l'immigration, sont des sujets politiques extrêmement prégnants. Il est fort probable que le basculement de nouveau vers les Républicains soit en grande partie lié au sujet de l'immigration. Et on voit dans tous les pays d'Europe actuellement une angoisse du côté d'une partie de la population, parce que l'immigration, quand elle n'est pas organisée et légale, et même parfois quand elle l'est, est la projection du chaos du monde. Et ce chaos du monde, eh bien, il y a des tas de raisons pour lesquelles il peut angoisser une partie de la population. Je rajoute, en ce qui nous concerne, parce que nous avons des liens historiques et passés avec un certain nombre de pays, ce chaos est aussi, pour ceux qui ont un peu de mémoire, le reflet de l'échec de la décolonisation, au sens où ces pays n'ont pas été dirigés, c'est le moins qu'on puisse dire, par des personnes qui ont été particulièrement attentives au devenir de leur population, à leur scolarisation, à la constitution d'un bien-être. Et donc, il y a une certaine angoisse. Et ne pas la prendre en charge peut nous amener, effectivement, à des excès comme celui que vous venez de citer. Mais vous avez d'autres pays où, de manière peut-être parfois brutale ou avec des valeurs qu'on ne partage pas peut-être tout à fait, eh bien, prennent en charge ces questions et du coup arrivent à réduire le score de l'extrême droite. On voit les élections au Danemark, par exemple, qui ont eu lieu hier, avant-hier. C'est un des arguments d'ailleurs qu'utilise, c'est pas cet extrait-là qui a été diffusé, mais Gérald Darmanin qui dit s'il n'y avait plus de problème d'immigration en France, il n'y aurait plus de Rassemblement national.
c'est son argument politique pour dire qu'il faut regarder, comme il le dit, les problèmes en face. Et vous parliez de l'étranger, ils sont plus dans l'Union européenne, mais on voit quelqu'un qui est extrêmement ferme et en tout cas extrêmement dur dans ses mots, c'est la ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, qui ces derniers jours, je crois, a parlé d'invasion migratoire dans son pays. Il faut rajouter le fait que tout ça est un phénomène cumulatif. C'est vrai qu'on parle de 29 lois depuis 1980, c'est-à-dire depuis le projet de loi Bonnet que la gauche avait arrêté en 1981. Mais il y a quand même un lien entre l'effondrement d'une partie de notre industrie, c'est-à-dire la difficulté que nous avons eue à continuer à intégrer les personnes par le travail. Et aujourd'hui, on a peut-être la possibilité de renouer avec ça parce que justement, on a des besoins de main-d'œuvre et que le travail a été pendant longtemps une manière d'intégrer positivement. Ça n'a pas toujours été facile, mais en tout cas, d'avoir une dynamique de citoyenneté sociale avec ce qu'on appelait un mouvement ouvrier qui prenait en charge ces questions. Ça a été le cas dans les années 60, 70. Rappelez-vous même qu'au début des années 70, l'immigrant algérien était vécu comme l'immigrant positif parce qu'il était pris en charge, il avait participé à la construction de batailles politiques qui marquait notre histoire. C'est la grève de 1947 à Renault, par exemple. Elle a été faite en grande partie par des ouvriers algériens qui étaient du côté de Messaliach, mais c'était à une époque aussi où en Algérie, la question de l'islamisme était moins présente. Le regard sur l'immigration peut changer, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Pierre-Henri, vous vouliez intervenir. Oui, je voulais dire qu'il fallait aussi, en matière de migration, regarder ce qui se fait dans les pays voisins. Et notamment chez notre voisin allemand. Les Allemands, la coalition qui est au pouvoir, ont adopté un programme très clair sur cette question, avec un certain nombre de régularisations. Ça a été posé sur la table avant les élections. Ils ont été portés au pouvoir. Et puis, sur la fameuse question des OQTF, je vous rappelle qu'en Allemagne, il y a 2 fois moins d'OQTF délivrés qu'en France. Et pourtant, vous avez une population étrangère qui est plus importante en Allemagne qu'en France, proportionnellement au reste de la population. Et ces OQTF, elles sont simplement un peu plus ciblées. C'est-à-dire qu'on regarde auparavant quelle est la situation de la personne au regard du séjour, de sa famille, de son parcours. Et donc, du coup, vous avez un taux d'exécution des OQTF qui est à 53%, quand nous sommes à 10%. Donc, si le législateur commençait d'abord par se dire comment je mets en adéquation la loi avec les moyens de l'administration, ça serait déjà pas mal, parce que en fait l'administration n'a aucun moyen aujourd'hui de suivre cette question. On va y revenir sur ces OQTF, obligation de quitter le territoire français, mais je voudrais boucler le chapitre sur le destin politique de ce texte grâce à Quentin Calmet qui nous rejoint tout de suite. Bonsoir Quentin, parce qu'on l'a un peu évoqué, mais c'est intéressant de rentrer vraiment dans le détail. Le gouvernement qui fait un appel du pied à la droite sénatoriale en reprenant tout ou partie d'un rapport sénatorial qui date du printemps dernier. Exactement, de mai dernier, effectivement, qui venait de François-Noël Buffet, le président LR de la commission des lois du Sénat. On avait retrouvé certaines pistes dans ce rapport, comme cette idée de simplification, par exemple, des procédures de recours. Mais la droite, on se dit qu'elle pourrait être encore plus favorable au texte du gouvernement qui va venir, notamment sur l'immigration choisie en fonction des secteurs d'activité. On a donc posé la question à François-Noël Buffet. Écoutez sa réponse. Alors d'abord, je suis convaincu sur le principe de l'immigration choisie. Naturellement, ça veut dire qu'il y a des choix, des priorités. Choisir l'immigration économique comme une priorité est une bonne chose, ce sera nouveau, tant mieux. Encore faut-il se mettre d'accord sur la notion d'économie. Je pense que c'est sur une immigration du travail qualifiée, soit de haut niveau, soit d'un niveau plus modeste, mais en tous les cas qualifiée, qui nous permettent de répondre effectivement à ces métiers en tension que sont le bâtiment, travaux publics, la restauration, l'aide à domicile souvent, mais également l'hôtellerie. C'est très bien en tant que tel. La question maintenant est de savoir dans quelle mesure, dans quel volume, avec quels critères.
Voilà, ça c'est la réponse donc sur le fond des arguments. Sur un versant beaucoup plus politique, on a vu la réaction de Bruno Retailleau à notre micro tout à l'heure. Il a d'ailleurs fait un communiqué au passage. Je voulais vous le montrer parce que les mots sont forts. Sur cette question des titres de séjour des métiers, il parle d'une forme de lâcheté de la part du gouvernement. C'est ce qu'il a publié ce soir. Écoutez sa réaction à notre micro. C'est certainement pas en inscrivant sur un fichier des personnes recherchées qu'on aura demain des résultats. En revanche, je le dis solennellement aujourd'hui, je pense que le projet tel qu'il se dessine, ce sera encore plus d'immigration, puisqu'on se propose de régulariser avec des titres de séjour pour le travail sur des métiers en tension. Mais vous savez qu'aujourd'hui, toute la France est une zone géographique concernée par des métiers en tension. Et puis maintenant, tous les métiers sont en tension. Donc c'est une ouverture des vannes. De même que si demain, pour celles et ceux qui sont candidats au droit d'asile, on leur dit vous pouvez travailler, ça veut dire simplement que s'ils n'obtiennent pas leur droit d'asile, ils pourront rester au titre d'un séjour pour le travail. Donc c'est bien plus d'immigration au bout du compte. Voilà, Bruno Retailleau, un chef de file des sénateurs LR, également candidat à la présidence du parti LR dans les prochaines semaines. En tout cas, on verra début janvier que l'examen de ce texte sera crucial au Sénat, surtout si le gouvernement veut faire passer le texte et qu'il ne dispose plus du fusil à un coup, car 49.3, il faudra alors trouver un accord avec la droite sénatoriale. Thomas. Merci Quentin. Guillaume Daré, peut-être un mot sur ce contexte, vous l'avez évoqué rapidement dans votre chronique tout à l'heure, d'élections internes chez LR. On peut avoir le sentiment d'une forme de surenchère entre les deux favoris, Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Comment pourrait-il donner la main à cette alliance réclamée, d'ailleurs c'était sur France 2 par Emmanuel Macron la semaine dernière, après avoir été aussi rigide pendant toute la campagne interne? Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera compliqué, évidemment, d'ici le scrutin, de le faire. Et ce sera difficile, y compris après, en particulier pour Éric Ciotti, si c'est lui qui l'emporte, parce que vous savez qu'il est soutenu officiellement, d'ailleurs, par Laurent Wauquiez, qui est clairement sur une ligne d'indépendance avec le gouvernement. Après, ce sera compliqué pour le gouvernement de construire quelque chose avec LR sur cette question-là, aussi parce qu'au-delà, qui que ce soit qui l'emporte à la tête du parti, les députés qui restent à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, c'est des auto-entrepreneurs. Ils ont gagné sur leur nom, ils ne doivent absolument rien au parti. Et donc, quand bien même il y aurait une consigne au niveau du parti de dire on passe un accord avec le gouvernement sur cette question de l'immigration, il n'est pas certain qu'ils le suivent. Donc ça s'annonce très compliqué et c'est pour ça qu'effectivement Emmanuel Macron, sur ce plan de ce dossier, essaye peut-être davantage de draguer la droite sénatoriale que les députés de l'Assemblée. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes. On va vraiment passer la fin de ce débat sur l'applicabilité ou les conditions dans lesquelles ces OQTF, ces obligations de quitter le territoire français sont délivrées. D'abord, un chiffre, 122 000 obligations signifiées en 2021. Dominique Vérien, on l'a un peu évoqué rapidement, et je voudrais bien que vous rentriez dans le détail. Elles sont presque pas appliquées. Vous disiez 10% en France. Il y a eu un rapport, dans le rapport du Sénat dont on parlait, premier semestre 2021, c'était moins de 6%. Donc, c'est quoi? Là aussi, c'est un leurre? Ce sont des préfets qui se donnent bonne conscience? Comment vous l'expliquez, ça? Je pense que ça doit être donné, effectivement, de façon automatique et sans forcément cibler. Et je crois que, c'est ce que je disais, une peine, il faut qu'elle soit respectée. Sinon, ça ne sert à rien de la donner. Et donc, il vaudrait mieux cibler et écarter vraiment les personnes qu'on ne veut pas du tout avoir sur le territoire. C'est un peu l'exemple que je donnais entre celui qui travaille paisiblement, objectivement, et qui rend service à l'hôtelier chez qui il travaille, et puis celui qui maintient un réseau de prostitution ou un réseau de crack. Objectivement, il faut plutôt mettre la pression sur celui qu'on veut voir partir, et puis faire comme en Allemagne et mieux trier qui on veut chasser et qui on veut garder, en se disant d'ailleurs que ceux qui travaillent et qui s'intègrent, c'est une force et c'est plutôt un avantage pour nous. Là encore, je reviens sur mes cotisations et mes retraites. C'est pas complètement anodin le fait qu'on a aussi besoin de gens qui travaillent et qui cotisent. Donc mieux cerner, mieux cibler et mieux renvoyer. Mais je vais vous faire sourire, dans l'Yonne, on arrive assez bien à renvoyer parce qu'en fait, ceux qu'on renvoie le mieux, c'est ceux qui sortent de la prison
prison de Joux-la-Ville. Parce que pour le coup, on sait préparer leur départ. Quand ils sortent de la prison, on les emmène directement. Et puis, ceux-là vont quitter le territoire. Donc, l'idée, c'est effectivement faire en sorte que tous ceux qui sortent de prison repartent, mais mieux cibler et être plus efficace sur ces départs-là. Didier Lesky, ces OQTF là, dont on a tant parlé depuis 2 semaines avec la polémique, nous on n'a pas voulu faire de débat là-dessus sur le meurtre de la petite Lola et sur cette part de récupération politique, c'était un vrai choix éditorial. Si on essaye calmement d'analyser ce que c'est, pourquoi ça marche pas, comment vous l'expliquez vous ? D'abord, il faut dire qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens de régulation de l'immigration qu'une forme de contrainte. Et donc le QTF, c'est une contrainte. La deuxième chose, c'est que la principale difficulté aujourd'hui de l'obligation de quitter le territoire français dans son exécution, c'est ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires. Et que nous, la caractéristique d'une partie de notre immigration, c'est qu'elle vient de pays qui refusent de délivrer les laissez-passer consulaires. Et c'est un peu différent du reste de l'Allemagne, qui exécute beaucoup vers des anciens pays de l'Est, qui pour certains veulent absolument rentrer dans l'Union européenne, donc ce sont les bons élèves de la délivrance des laissez-passer consulaires. Du reste, en ce qui concerne la France, beaucoup de nos laissez-passer consulaires viennent de pays comme l'Albanie ou la Géorgie, et beaucoup de difficultés viennent de pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. D'où la pression qui a été exercée sur les visas, qui n'est pas une pression absurde, puisque avant les vagues importantes de demandeurs d'asile, les chercheurs ont montré sur la base des précédentes opérations de régularisation que beaucoup de ceux qui avaient été régularisés étaient passés sans papier, je veux dire sans titre de séjour, mais étaient rentrés à partir d'un visa de tourisme. Et c'est du reste quelque chose qui est important de comprendre, parce que si on veut par exemple aboutir à ce qu'on appelait l'idée d'une migration circulaire, il faut que les personnes qui obtiennent un visa de court séjour le respectent. Sinon, on se retrouve de nouveau dans quelque chose qui est de la tension. Et voilà la difficulté. Mais le président de la République a avancé quelque chose qui peut être une porte, je dirais, d'efficacité, c'est de lier une partie de l'aide au développement avec la délivrance des laissez-passer consulaires. C'est par exemple ce que font les Italiens avec la Tunisie. Les Italiens arrivent à renvoyer beaucoup plus de Tunisiens, avec même un aéroport dédié pour cela, qui est l'aéroport du côté d'Hammamet, parce qu'ils lient cela. L'Allemagne l'a fait à un moment donné, même pour l'Afghanistan, quand il s'agissait de renvoyer des personnes. Nous, culturellement, nous avons des administrations qui sont un peu séparées, et ce qu'a voulu impulser le président de la République, c'est de dire on ne peut pas réfléchir à la question de l'aide au développement sans avoir un partenariat efficace sur la gestion des reconduites, parce que cette non-gestion des reconduites, elle va toucher des personnes qui mériteraient d'avoir un visa pour venir en France et à qui on refuse de visa parce que justement, il n'y a pas une collaboration totale. Oui, alors je l'ai dit tout à l'heure, l'une des phrases prononcées par le ministre de l'Intérieur ces derniers jours, c'est qu'il souhaite rendre la vie impossible aux étrangers soumis à cette obligation de quitter le territoire. Finalement, il n'a même pas besoin d'attendre le vote de la loi dont on parle depuis le début de ce débat. Il a des outils réglementaires, il les a rappelés aujourd'hui, on l'écoute. Vous avez vu que j'ai pris notamment 2 dispositions qui ne sont pas législatives, qui vont être mises en place dès la fin de semaine à la demande du président de la République. Inscrire toutes les personnes qui sont sans papier, qui doivent quitter le territoire national, dans les fichiers de police pour qu'évidemment on puisse à chaque fois constater leur départ ou permettre leur départ. C'est vraiment une instruction extrêmement importante et tout à fait nouvelle qui va nous aider fortement à lutter contre l'immigration irrégulière. Et la deuxième, c'est que les personnes qui sont irrégulièrement sur le territoire national ne peuvent pas bénéficier d'allocations sociales ou d'un logement social, puisque la difficulté d'aujourd'hui, c'est que les préfectures ne parlaient pas soit aux bailleurs sociaux, soit aux caisses d'allocation familiale, par exemple, lorsqu'elles avaient mis fin au séjour régulier d'une personne. Guillaume Darès, ça n'a pas forcément plu à l'aile gauche de la Macronie. Non, ça a fait bondir la semaine dernière quand pour la première fois, effectivement, il a dit qu'il fallait rendre impossible la vie à ces personnes qui sont sous UQTF, parce que dès le début, notamment, par exemple, Sacha Houlié, qui est le président de la commission des lois à l'Assemblée, a dit attention, il y a 2 catégories effectivement de personnes. Il y a ceux effectivement qui pourrissent la vie d'une partie des habitants en France. Ceux-là, effectivement,
il faut leur rendre la vie impossible, mais les autres qui travaillent, quand on regarde les mots qu'employaient d'ailleurs certains députés de gauche, enfin venant de la gauche qui appartiennent à la majorité, on n'est pas loin de ce qu'il y a finalement dans l'interview aujourd'hui de Gérald Darmanin qui essaye de tenir tant bien que mal ces deux lignes dont on parlait tout à l'heure. Donc clairement, quand le ministre de l'Intérieur dit on va essayer de pourrir clairement la vie de ceux qui ne méritent plus d'être sur le territoire, c'est aussi en creux une façon de répondre à l'aile gauche de la Macronie qui ne voulait pas qu'on mette tout le monde dans le même panier. Ouais. Pierre-Henri, je reprends l'idée ou le texte qui va rentrer en vigueur d'après Gérald Darmanin, là, très vite, puisqu'il dit ça va être mis en place dès la fin de la semaine. Le fait de croiser les fichiers des OQTF avec ceux de la police, des CAF ou des bailleurs sociaux. Oui, alors... on peut dire efficacité. Oui, mais d'abord, il y a une fake news totale. Les personnes en situation irrégulière n'ont pas accès au logement social. Enfin, vraiment, ça, voilà. Non, je crois que ce qu'il dit quand on lui pose la question, c'est qu'il dit c'est celles qui auraient bénéficié préalablement d'un logement social et qui du fait d'un renouvellement qui n'aboutit pas, se retrouvent sous le coup d'une OQTF et qui donc restent dans ce logement social. Oui. Donc, il y a quelques cas. Oui, il est possible qu'il y ait quelques cas, mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, les fichiers, ils existent. Quand la police vérifie la situation d'un étranger lors de, par exemple, de vente à la sauvette, de contrôles qui peuvent se faire dans les villes, ils savent exactement quelle est la situation de la personne. Encore une fois, 400 à 700 000 personnes en situation irrégulière. Donc, le fichier, il faut aussi avoir les moyens de le traiter. Et c'est tout le sens d'un rapport du Conseil d'État qui dit, en gros, le législateur pond des lois en permanence, sauf qu'il ne se pose jamais la question, derrière, des moyens de l'administration pour appliquer les lois. Je vais vous donner un exemple très concret sur la délivrance des OQTF. Nous parlions tout à l'heure des Afghans. Les Afghans, les Soudanais, les Érythréens, les Somaliens. Il arrive qu'il y en ait un grand nombre qui soient déboutés de leur demande d'asile et qui se voient distribuer des OQTF. On ne les reconduit jamais. Parce que la reconduite, et heureusement, on ne renvoie personne en Afghanistan, en Somalie, en Érythrée. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse dans la rue, dans la précarité ou aux mains des réseaux. Commençons par être pragmatiques sur ces questions. Ayons un petit peu de courage. Ça fera un peu moins d'OQTF et sans doute un certain nombre de personnes qui se verraient attribuer un titre de protection temporaire. Les Allemands font ça. Aux États-Unis, ça se fait aussi. C'est pas un truc de gauchiste. Donc voilà, ça serait bien parfois d'aller chercher les bonnes pratiques chez nos voisins. Allez, on termine là-dessus. Vous vouliez dire un dernier mot peut-être ? Oui, que c'est ridicule de donner une OQTF à quelqu'un dont on sait dès le départ que de toute façon on ne peut pas le renvoyer. Donc c'est vrai que... C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens policiers pour appliquer... Non, c'est pas ça, c'est qu'on sait qu'on ne le reverra pas parce que vous n'imaginez pas renvoyer une femme afghane en ce moment en Afghanistan. Non. On est bien d'accord. D'ailleurs. Voilà. Donc, voilà. Donc à partir de là, je pense qu'il faut forcément avoir un statut au moins temporaire qui fasse qu'on se mette en conformité avec ce qu'on peut faire ou pas faire. Dernier mot, rapide. Non, mais la difficulté, c'est d'arriver à trouver l'équilibre pour faire en sorte que toute personne qui arriverait sur le territoire se trouverait de fait sanctuarisée parce qu'on ne pourrait pas la renvoyer, alors que d'autres pays dans l'Union européenne le font. Il ne s'agit pas de ça. Personne ne renvoie... enfin, je ne connais aucun pays européen qui renvoie tout le monde vers les pays qu'on vient de citer. Bien sûr que non, mais la question, c'est de savoir s'il y a le sentiment que dès qu'on pose le pied, de toute façon, rien ne se passera. L'appel d'air, quoi. Pardon ? L'appel d'air qu'une loi ou qu'une réforme peut provoquer. Oui. C'est une réalité, ça, ou c'est un fantasme ? Non, mais... C'est arrivé. Mais c'est ce que nous sommes qui fait appel d'air. C'est notre démocratie. Ce qui est vrai, c'est que contrairement à ce que disent beaucoup, l'Europe n'est pas une forteresse. L'Europe est un pays globalement accueillant, comme un continent globalement accueillant. Et c'est particulièrement vrai de la France. Et c'est parce que nous sommes un pays accueillant qu'il faut établir des règles très précises, les appliquer avec intelligence et faire en sorte de ne pas donner le sentiment à la majorité de la population que tout ça est brouillon. Et donc il faut... Et deux derniers mots, vraiment rapides.
point de vue, je ne suis pas certain que ce débat sur l'immigration tel qu'il se présente soit la meilleure chose. Mais merci. La politique, je ne fais pas. Guillaume, allez-y, moi j'aime bien laisser la parole aux participants. La limite effectivement de l'inscription au fichier des personnes recherchées, c'est que le ministère de l'Intérieur, en coulisses, concède lui-même que c'est davantage un outil statistique pour avoir un état des lieux de qui est sous OQTF, qui n'y est pas, qu'un outil d'efficacité pour la reconduction. Et qui part réellement ou qui ne part pas. Et puis, de toute façon, à partir du moment où ça s'appuie sur le rapport de François-Noël Buffet, il y a forcément quand même des choses intelligentes dans ça. Allez, et puis on va terminer là-dessus. Sur Public Sénat. Merci. Bah oui, c'est un mais bon, raisonnable. en tout cas, il y a bien un moment où il faut que je dise que le débat est terminé, et c'est maintenant. Merci à tous d'y avoir participé, et à bientôt sur Public Sénat.